Bien, bienvenue dans ce module consacré à la science. Donc, dans un chapitre précédent, je vous ai montré comment évaluer un chercheur ou un professeur qui se présente comme ayant une activité scientifique. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que d'avoir une activité scientifique concrètement. Donc là, tout ce que je vais vous dire dans ce chapitre est basé sur le chapitre 2 de mon livre, donc, qui s'appelle L'eau morphogénique, que je vous montre à la caméra. Donc, là, je vais vous faire un résumé, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller trouver les détails et beaucoup plus dans le livre. Alors, pour pouvoir définir l'activité scientifique, et de manière plus générale, on ne va pas définir que l'activité scientifique, on va définir ce qu'on appelle l'activité de recherche. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des chercheurs, et ce qu'on veut, c'est parmi ces gens qui cherchent, différencier entre ceux qui ont une recherche scientifique de ceux qui ont une recherche non scientifique ou plus personnelle. Alors on sait par exemple qu'il y a de la recherche artistique, il y a de la recherche philosophique, on n'est pas obligé d'avoir une activité scientifique. Et donc on va déjà parler de la recherche, qu'est-ce que c'est que faire de la recherche, et ensuite on prendra le focus sur la recherche scientifique. Alors, pour ce qui concerne la recherche en général, je vais me référer à un très très grand personnage de l'Antiquité qui est Aristote. Aristote nous a laissé des tas d'écrits, et je pense que c'est celui qui a saisi le mieux la manière dont fonctionne le chercheur. Et Aristote nous apprend qu'il y a en fait 5 niveaux qui peuvent être impliqués dans une recherche. Alors, on va appeler ça la pyramide du savoir. Pourquoi la pyramide du savoir? Parce qu'il se trouve qu'il y en a 5 façons de faire de la recherche, et que la représentation la plus simple que j'ai trouvée, c'est donc une pyramide. Une pyramide, pourquoi? Parce que ça a quand même un symbolisme très fort, la pyramide, on la retrouve dans beaucoup de civilisations, et on va voir ce que Aristote nous apprend sur cette pyramide du savoir dans ses différents ouvrages qui sont toujours disponibles. On peut toujours les consulter grâce à Internet, évidemment, et gratuitement. Alors, la première activité, c'est une activité qu'Aristote appelle la techné, c'est-à-dire, nous, on appelle ça la pratique. C'est-à-dire que si vous voulez faire une recherche, il va falloir faire des choses pratiques. Bâtir des instruments de mesure, faire des brouillons, enfin bref, il faut manipuler de la matière, donc ça c'est un des premiers côtés de la pyramide, le côté techné, il y a toujours des choses pratiques à faire. Ensuite, ce qui définit l'activité de recherche, c'est qu'une fois que la pratique est au point, on va recueillir des résultats, évidemment, ce qu'on appelle les résultats expérimentaux, et il va falloir les mettre en faire une suite cohérente, on appelle ça la théorie. En général, on fait une théorie. Ça peut être une théorie basée sur des faits expérimentaux, sur des mesures. Ça peut être aussi des théories qui sont basées sur des faits humains, auquel cas on parlera plutôt de philosophie. Peu importe, on essaie d'ordonner l'activité, tout ce qui a été produit par l'activité pratique. Aristote appelle ça l'épistémé. Donc là, pour ceux qui ont fait du grec, épis, c'est je suis au-dessus, stémé, je me tiens. C'est-à-dire, j'ai fait ma pratique, elle est là sur la table, je me tiens au-dessus et j'essaye de faire du sens de tout ce que j'ai obtenu comme résultat. C'est le deuxième côté de la pyramide. Alors très souvent, on pense que l'activité de recherche s'arrête là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait de la pratique, on fait la théorie suggère des modifications qu'on met en pratique, et puis on peut jouer un ping-pong comme ça. Et on peut très bien s'arrêter là, souvent on fait une publication quand on estime qu'on a des résultats suffisamment forts et une bonne théorie. Mais Aristote nous dit que ça suffit pas, parce que le chercheur doit aussi mettre en œuvre cette qualité qu'on appelle la sagacité. La sagacité, pourquoi? En grec, c'est moi qui choisis cette traduction, en fait le terme grec c'est phronésis. En fait, le chercheur se trouve toujours devant un petit peu le même problème que le policier qui
qui arrive sur une scène de crime, il y a une activité pratique du policier qui consiste à recueillir les indices. Il y a une activité théorique du policier qui consiste à bâtir le scénario selon lequel le crime a été commis, ou à la vue des indices. Donc ça, c'est de l'épistémé. Et puis, par contre, le policier, lui, il va trouver en fonction de ça des coupables. Et le problème, là, c'est qu'il va faire preuve de sagacité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul coupable. Il y a plein de coupables possibles. Et donc, il faut chercher celui qui est le plus coupable. Donc ça s'appelle la sagacité. C'est-à-dire que dans l'activité de recherche, vous pouvez avoir beaucoup de données pratiques. Il faut discriminer, choisir, avoir la sagacité de prendre celles qui sont les plus pertinentes. Il y a beaucoup de théories qui peuvent être possibles pour expliquer ces données. Là aussi, il faut être sagace pour essayer de savoir quelle est la meilleure. Donc ça, je pose ici ma sagacité, ma phronésis, c'est la troisième base de ma pyramide. Vous imaginez, comme la pyramide est à base carrée, il y a encore une activité qu'on peut faire à ce niveau-là. Aristote appelle ça la sophia. Alors, la sophia, on pourrait la traduire par sagesse. Moi, je préfère le traduire par conscience. Pourquoi? Bien parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'un chercheur peut trouver des choses extraordinaires. C'est-à-dire, par exemple, Albert Einstein, lorsqu'il a trouvé la théorie de la relativité, il en a déduit qu'il y avait une équivalence entre la masse et l'énergie. Et là, tout de suite, il a dû être confronté à une épreuve de Sophia. Pourquoi? Bien parce que le fait de pouvoir transformer la masse en énergie, ça permettait de créer une bombe qui était supérieure à toutes les bombes qu'on avait imaginées jusqu'avant qu'il fasse sa théorie. Et donc, est-ce qu'il devait participer au projet Manhattan? On lui a proposé, puisqu'il était le créateur de la théorie. Et le projet Manhattan était avec visée de faire exploser une bombe atomique sur des êtres humains. Donc là, vous voyez, la sagesse, c'est le choix que va se poser au chercheur. Est-ce que je fais ce que je suis en train de produire comme recherche est bien pour l'humanité, ou est-ce que c'est mal? On peut prendre un autre exemple. Il y a des médecins, par exemple. Bien sûr, on les trouve en hôpitaux, ils soignent les malades, parfait. Mais quand il y a eu les camps de concentration nazis, on a aussi vu des médecins qui faisaient des recherches sur des prisonniers. Là encore, il y a une question de sophia, c'est-à-dire est-ce que je peux me permettre de faire de la recherche sur des êtres humains qui sont prisonniers, ou est-ce que, en tant que médecin, je dois me borner à simplement soulager les douleurs des malades dans des hôpitaux. Donc voilà notre quatrième base de la pyramide. Donc ça, évidemment, ça définit un carré. C'est ce qu'on appelle le carré de la connaissance, le carré du savoir, mais c'est un savoir que je qualifierais d'horizontal. C'est-à-dire que vous pouvez jouer entre ces quatre pôles et tourner en rond, aller de l'un à l'autre, modifier votre activité, ça peut vous prendre toute une vie. Vous pouvez y passer sa vie à faire ça. Mais Aristote nous dit qu'il y a un cinquième moyen d'acquérir la connaissance du savoir. Le savoir, c'est de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, comme on a pris de la hauteur avec l'épistémé, on prend de la hauteur par rapport à la techné, là on va prendre de la hauteur par rapport au plan horizontal. Autrement dit, on va considérer qu'il y a une dimension verticale dans la recherche. Et cette dimension verticale, elle nous donne accès à une qualité que tout chercheur peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le nous. Ce qu'Aristote appelait le nous, et que moi je traduis par l'intuition. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le carré horizontal, comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps, vous pouvez y passer votre vie. L'avantage d'invoquer le nous, c'est-à-dire de se prendre de la verticalité, alors quand on fera la physique quantique, vous verrez que la physique quantique valide cette idée que nous baignons dans un champ universel d'information, et ça veut dire quoi prendre de la verticalité? C'est-à-dire se connecter à ce champ, parce que nous sommes, par notre conscience bien sûr, et à ce moment-là, on a atteint le nous, l'intuition, et la connaissance par intuition, elle peut se placer à plusieurs niveaux. Elle peut se placer évidemment très près du carré, mais dans la notion de verticalité, on peut monter aussi haut qu'on veut, il n'y a pas de limite. Et évidemment, plus vous montez haut, plus vous avez un haut niveau de conscience, et plus vous pouvez contempler cette activité de recherche. Et l'intérêt de l'intuition, c'est que la solution à un problème, toute recherche est motivée par des problèmes en général qu'on se pose, les solutions arrivent instantanément.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de mesures, il n'y a pas besoin de faire de théorie, il n'y a pas besoin d'être sagace, il n'y a pas besoin de savoir si c'est bien, si c'est mal. Vous vous connectez par intuition et vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Et ensuite, évidemment, une fois que l'intuition a été eue, vous replongez dans le carré de l'horizontalité pour mettre en œuvre votre intuition et faire votre recherche. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment crucial dans l'activité de recherche, c'est qu'on peut court-circuiter le plan horizontal en prenant de la verticalité. Donc ici, cette méthode est évidemment assez peu popularisée dans le milieu scientifique, mais elle existe. Par exemple, c'est comme ça que Maxwell a établi ses équations. Il a inventé un nouveau terme pour pouvoir écrire ses équations. De même, Einstein a eu l'intuition qu'il pouvait chevaucher un rayon de lumière, et c'est ça qui a amené la théorie de la relativité. Bref, toutes les grandes avancées théoriques et scientifiques se sont toujours faites par intuition et non pas par une recherche à l'horizontale. C'est toujours en allant dans la verticale qu'on récupère les idées. Alors on retrouve avec ça, c'est ça qui est satisfaisant, l'image de la pyramide de Khéops, donc qui en fait serait une concrétisation matérielle de la théorie d'Aristote. Aristote ne faisant que reprendre la sagesse égyptienne. Probablement tout ça était déjà connu en Égypte ou chez toutes les civilisations qui pratiquent l'activité de recherche. Alors, comme on le voit, la structure pyramidale a cet avantage, c'est que on a bien sûr la base de la pyramide, et puis on voit les triangles qui montent comme ça, et qui convergent tous, il y a 4 triangles, qui convergent tous vers un seul point, le nous. Alors on peut reprendre ça. Pourquoi le triangle c'est important? Bien parce que le triangle est toujours la résolution d'un conflit. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une thèse. Alors vous êtes ici sur un des côtés du triangle. Dès que vous définissez une thèse, automatiquement, vous avez la thèse opposée, ce qu'on appelle l'antithèse. Et vous vous placez ici. Et si vous restez au niveau de la thèse ou de l'antithèse, c'est un ping-pong permanent. Donc si vous voulez arriver à un état de connaissance stable, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez faire ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire que vous vous élevez au-dessus de la thèse et de l'antithèse, et vous convergez vers un seul point, qui est le dernier sommet du triangle, et vous avez obtenu la synthèse, qui est le juste milieu entre la thèse et l'antithèse. Et on voit qu'il faut faire ça, on peut faire ça 4 fois. On peut faire une synthèse pratique, une synthèse théorique, une synthèse de sagacité ou une synthèse consciente. Et quoi que soit la façon dont on fasse la synthèse, on arrivera toujours au nous, le point d'équilibre parfait. Voilà, ça définit l'activité de recherche. Tous les chercheurs fonctionnent comme ça. La recette est connue depuis 2500 ans, donc il vaut mieux que vous la connaissiez aussi, qu'elle soit claire pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on est scientifique? Parce que, comme je vous l'ai dit, cette recherche, on peut être philosophe, artiste, scientifique, tous les gens qui font de la recherche partagent cette façon de travailler. Eh bien, c'est ici qu'on va trouver la notion de reproductibilité. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'activité scientifique, c'est que parmi tous les phénomènes qui existent dans la nature, on va s'y intéresser à une classe très particulière de phénomènes, qui sont les phénomènes reproductibles. Alors, cette notion de reproductibilité, elle va s'exprimer dans la théorie scientifique par une quantité qu'on appelle l'entropie. Donc il y aura un chapitre spécial pour l'entropie, je ne vais pas détailler, je dis simplement que la reproductibilité, le critère de reproductibilité est équivalent au fait que l'entropie de l'univers doit toujours augmenter. C'est ce qu'on appelle le second principe. Du moment que votre phénomène est reproductible, eh bien l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Alors, dès que vous êtes dans ce cadre-là, vous vous intéressez aux phénomènes reproductibles, eh bien, vous avez une démarche scientifique. Si vous êtes dans le cadre de la science. Ensuite, évidemment, comme je vous l'ai écrit ici, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de phénomènes non reproductibles dans la nature que de phénomènes reproductibles. C'est-à-dire que l'activité scientifique ne couvre qu'une toute petite partie des phénomènes naturels. La plupart des phénomènes ne sont pas reproductibles. Et en particulier, un phénomène qui nous intéresse ici avec Vicky, c'est la vie. La vie, et la caractéristique, c'est qu'une fois qu'un être vivant est né, vous ne pourrez jamais le reproduire. C'est-à-dire, même si vous le remettez, vous faites tout pour qu'il soit recréé dans les mêmes conditions, tout étant égal par ailleurs, vous n'obtiendrez pas le même individu vivant.
Donc, la non-reproductibilité est la trace même de la vie, et ça nous pose la nécessité de trouver un autre terme que science pour décrire l'activité qui consiste à faire de la recherche sur des phénomènes non reproductibles. Si on veut traduire ça sur le critère anthropique, c'est-à-dire sur les phénomènes où on a une réduction d'entropie et non pas une augmentation d'entropie, eh bien, pour ces phénomènes reproductibles, la meilleure terme que j'ai trouvé, c'est l'art. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer par la peinture, par la musique, par la poésie, par la danse, par toutes ces activités dites artistiques qui ont cette caractéristique, c'est qu'elles sont essentiellement non reproductibles. Quand un musicien a écrit un morceau de musique, il ne pourra jamais écrire le même morceau. Ce sera toujours un autre morceau. Quand un poète aura écrit un poème, ce sera toujours un autre poème. Quand un peintre aura fait une peinture, ce sera toujours une autre toile. On ne refera jamais deux fois la même chose parce qu'on est dans le mode de penser des phénomènes non reproductibles. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas de connaissances. Je vous rappelle qu'en observant des tableaux, en écoutant de la musique, en faisant de la poésie, on accède à une connaissance, et évidemment, très probablement, on travaille beaucoup plus avec le nous qu'avec la techné. Mais il y a quand même une activité technique dans l'art. Il y a quand même une activité théorique. Il y a aussi une activité de sagacité. Il faut savoir choisir les couleurs pour un peintre, il faut savoir l'ordre des notes pour un musicien. Et puis il y a aussi une conscience. Est-ce que l'œuvre que je vais faire va faire le bien de l'humanité ou au contraire le mal? C'est-à-dire qu'on peut peindre des atrocités. Bon, ok. Donc là aussi on a cette activité de Sophia qui se manifeste dans l'art. Voilà, donc la conclusion de ce petit chapitre, c'est que si vous êtes médecin et que vous vous intéressez à la vie, vu que la vie n'est pas reproductible, on ne peut pas la mettre dans la case scientifique, ce n'est pas une activité scientifique, la médecine, donc ça doit être plutôt perçu comme un art. C'est pour ça d'ailleurs que ça a toujours été, depuis Hippocrate, on parle de l'art de guérir, de l'art médical. Hahnemann a fait l'organon, l'art de guérir, parce que ça ne peut pas être une science. Et si vous voulez savoir à quoi ressemblerait une médecine qui serait scientifique, eh bien vous regardez ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19, où tous les médecins prétendent avoir une approche scientifique, vous voyez, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on nous interdit de tout faire, on ne peut plus rien faire de tout ce qu'on faisait avant. Voilà, dès que vous mettez les scientifiques au contact de la matière vivante, en général ça donne des catastrophes. Il vaudrait mieux que les médecins reviennent à la connaissance que ce qu'ils font, c'est de l'art. Et que bien sûr, ils peuvent avoir besoin de la science pour l'aider dans leur art, mais ils ne sont en aucun cas, ils ont une activité qui est beaucoup plus artistique que scientifique. Et lorsque vous réalisez ça, c'est-à-dire que vous devez voir dans votre malade, non pas un morceau de viande, mais bien un être vivant qui a toute sa complexité, qui est non reproductible, d'où l'approche artistique pour le soigner et éventuellement aidé par la science, mais surtout bien prendre en compte le malade dans votre diagnostic et votre traitement, qui ne manquera pas de s'en suivre. Voilà, j'ai terminé. N'oubliez pas d'évaluer ce chapitre pour savoir s'il a convenu à s'il vous a apporté quelque chose ou s'il est encore trop compliqué, on peut encore peut-être le simplifier. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une autre présentation.